Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 1er mars. Au sommaire de l'actualité ce soir, les vaches de Saint-Laurent seront-elles mortes en vain après un cas de brucellose? En Haute-Savoie, un collectif d'agriculteurs se monte pour faire cesser ce type d'abattage qui comprend tout le cheptel. Ces exploitants se liguent pour faire bouger les lignes à l'échelle européenne. Et puis nous partirons en balade au bord du lac Léman. Différents personnages viennent de prendre leur quartier sur le quai Wilson à Genève. Vous les avez reconnus. Il s'agit des statues qui représentent le chat de Philippe Geluck, le célèbre personnage de bande dessinée. Lucas Ruch est allé à la rencontre de son auteur à Genève. Je vous le disais en titre, 2 mois après l'abattage d'un troupeau de 200 vaches en raison d'une contamination à la brucellose, le monde agricole s'organise en Haute-Savoie. Le collectif de soutien monté en fin d'année devient aujourd'hui une association qui s'est fixé une mission, que l'abattage du cheptel de Saint-Laurent soit le dernier du genre. Il compte bien faire évoluer les législations européennes. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Joude. Dans le petit village de Saint-Laurent, on reste très affecté après l'abattage d'un troupeau entier de vaches laitières suite à un cas de brucellose parmi les 224 têtes de bétail. Sur place, Éric Forestier, l'éleveur qui a tout perdu en ce début janvier, fait aujourd'hui son possible pour retrouver une vie normale et repartir de zéro. On a repris quelques bêtes, alors on reprend le rythme de notre vie. Parce que quand on a l'habitude de commencer par les soins, la traite, le jour où on n'a plus ça, on ne sait plus par où commencer. On a eu beaucoup d'amis, beaucoup de soutien, donc on n'a pas lâché trop la pression. On est arrivé à avoir des bêtes chez un copain là qui nous a prêté un bâtiment. Donc ça aide aussi, on a pu recommencer un mois plus tôt que prévu. C'est déjà pas mal, ça fait revivre toute la famille en fait. Quand ça commence l'histoire, on n'a plus rien à dire, c'est pas si simple que ça, quoi. Ça faut que ça change quand même. Aux côtés de l'éleveur, plusieurs membres du collectif de soutien ont décidé de ne pas en rester là. Après avoir rassemblé plus de 95 000 signatures sur une pétition en quelques semaines, il s'agit aujourd'hui de faire changer la législation en vigueur et cela commence par s'organiser en association. Ce qu'on veut, c'est que la loi respecte des êtres humains et des êtres vivants. On veut qu'elle puisse s'adapter aux différents contextes et que l'élevage de plein air puisse être protégé, parce qu'à la vitesse à laquelle vont les choses, l'élevage de plein air, dans quelques années, si les contraintes réglementaires et sanitaires et économiques s'intensifient, il n'y aura plus d'élevage de plein air, parce que des virus et des bactéries, il y en aura toujours dans l'environnement en fait, et on ne va pas les éradiquer, on ne pourra pas le faire. Et donc si on choisit de se protéger de tout ça, il n'y aura plus que des élevages confinés et on va se couper de notre environnement, quoi. Via une collecte de fonds, la toute nouvelle structure compte donc s'entourer dans les prochains mois de juristes, d'avocats et de scientifiques afin de faire entendre leur voix avant de se lancer dans un combat qui durera sûrement plusieurs années pour que l'abattage du cheptel de Saint-Laurent soit le dernier du genre sur le territoire français. Ouvrons une page culture à présent. Vous le savez, aujourd'hui c'est Mardi Gras et comme le veut la tradition, dans quelques jours, le carnaval vénitien va s'emparer des rues du Vieil Annecy le temps d'un week-end. À chaque édition, ce sont près de 500 masques hauts en couleur qui déambulent sur les bords du lac et prennent la pose devant les visiteurs. Cette édition 2022 est particulièrement attendue puisque cela fait déjà 2 ans que le carnaval n'a pas eu lieu. Pour en parler ce soir, je reçois Claudie Mégevant, membre de l'association Rencontre Italie-Annecy qui organise le carnaval. Bonsoir. Bonsoir. Alors on imagine qu'après 2 ans d'attente, les bénévoles ont aussi hâte que les spectateurs de retrouver ce carnaval. Tout à fait. On est prêts. Et on a bien travaillé pour que ce carnaval puisse avoir lieu. Donc, tout est prêt, on attend. Cette année, 250 masques. On a limité, cause le Covid, imposer les conditions sanitaires. Donc, il était préférable d'accepter moins de masques. Alors, quel est leur sentiment à quelques jours du festival ? Ça fait 2 semaines aussi, mais tout le monde attend ça avec impatience. Ça fait 2 ans que les costumes sont prêts
et que la dernière fois, notre carnaval en 2020, il a été arrêté juste 10 jours avant notre festival. Donc là, on est prêt. Alors, comment se sont-ils préparés à ce carnaval cette année? Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur leurs costumes. Voilà, non, ils n'ont pas travaillé 2 ans, mais en fait, les costumes sont prêts. Pour certains, la plupart des costumés font un costume chaque année, renouvellent leur costume chaque année. C'est une nouvelle édition. Et donc, c'est un travail qui demande une année pratiquement de préparation. Alors, on se croirait presque à Venise avec tous ces personnages affublés de soie et de taffetas multicolores. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où viennent ces masques? Où sont-ils fabriqués? Alors, les costumés, pour la plupart, sont allés à Venise déjà, à ce carnaval qui était la reprise aussi à Venise. Et bien, ils viennent évidemment de la région Rhône-Alpes, mais aussi de toute la France, de l'Alsace, de Bretagne, de Paris, du Midi, et vraiment aussi de l'étranger, de la Suisse, de l'Allemagne et des Belges. Alors parlons un peu des costumes à présent. Il y en a 2 en particulier. Est-ce que vous pouvez un peu nous les décrire pour nous aider à les repérer? Alors il y a le carnaval, donc il y a 2 costumes. Il y a le costume historique. Et le costume, la plupart des costumés sont en allégorie, qu'on appelle donc. Mais chaque costumé doit avoir son costume, c'est-à-dire il ne doit rien laisser apparaître de sa peau. Un masque complet, chapeau, et chacun construit entièrement son costume. Même la fabrication des gants, des chaussures, du chapeau, qui demande un travail. C'est une signature pour chacun des costumés, de faire son costume. Une signature de la tête aux pieds. Voilà, on peut dire, oui. Alors le carnaval souffle ses 25 bougies. Cette année, à quoi le public va assister? Alors cette année, une petite nouveauté. Le vendredi soir, il y aura une petite promenade vespérale qui partira de 18h de Bonlieu, qui sortira par le jardin, le square des Martyrs, et prendra les zones piétonnes, la rue du Paquier, la rue Notre-Dame, pour regagner la rue Filatrie et regagner la vieille ville. Alors, on le rappelle, c'est le 2e festival masqué au monde après le carnaval de Venise. Voilà. Au départ, il n'y avait qu'une trentaine de masques. Aujourd'hui, il y en a quasiment 400. Bon, là, cette année, un peu moins. Comment expliquer cette évolution? Ah ben oui, il a pris un engouement chaque année au fur et à mesure. Il a été créé en 1996, notre association. Et ensuite, en 1997, il y a eu le premier carnaval. Et au fur et à mesure des années, on est arrivé à 400 personnes. Il y a eu un engouement fou. Annecy, c'est la Venise des Alpes aussi, qui s'y prête bien par les canaux, par les endroits magnifiques qu'il y a à Annecy pour poser. Et les masques sont là pour se faire admirer. Puis on imagine aussi qu'il y a une petite communauté aussi qui s'est montée du côté des bénévoles. C'est un peu une petite famille maintenant. Voilà, tout à fait. C'est vrai. Sans eux, on ne peut pas organiser le carnaval. C'est un travail quand même qui demande sur toute l'année l'organisation. Alors parlons un peu organisation justement. Les mesures sanitaires s'allègent de plus en plus. Est-ce qu'il va y avoir un certain protocole encore à respecter? Oui. Ah oui, parce que nous, on est encore en plein dedans, je pense, et chaque masque doit avoir son passe sanitaire pour accéder justement au vestiaire. Eh bien, en tout cas, on prend note de tout ça. Donc, la fête aura lieu les 11, 12 et 13 mars prochains. Vous êtes au complet désormais pour assurer du coup oui, on a, la fête. Tout le monde sera là pour assurer la fête. Chaque jour, le samedi et le dimanche, les masques montent sur le podium à partir de 14h et le public peut les admirer sur le podium. Eh bien, on ira les admirer, en tout cas, avec grand plaisir. Merci Claudie Mégevant d'être venue sur notre plateau.
Alors partons à Genève à présent. Si vous vous êtes baladé dans les rues genevoises, vous avez certainement croisé des statues en forme de chat géantes. Une vingtaine ont envahi la ville. Cette exposition est l'œuvre de Philippe Geluck, le dessinateur belge. L'auteur rend hommage à son célèbre personnage humoristique, le chat, devenu une icône mondiale de la bande dessinée. Lucas Ruche est parti à sa rencontre au bord du lac Léman et vous allez le voir, cette exposition en plein air fait l'unanimité. Pas une, pas deux, mais 20 statues ont envahi le quai Wilson de Genève. Et vous aurez tous reconnu la frimousse sympathique du chat, le personnage imaginé par le Belge Philippe Geluck. Le dessinateur était d'ailleurs de passage au bord du Léman pour présenter avec humour son exposition. Ça, c'est insupportable. C'est un chien qui est venu lever la patte sur une sculpture du chat. Une sculpture du chat qui est un plaidoyer contre la violence routière. Donc je dis aux voitures, roulez prudemment, arrêtez d'écraser des chiens et des chats et des enfants aussi à l'occasion. Bien qu'il ait déjà exposé ses chats à Paris, Bordeaux et Caen devant près de 5 millions de personnes, l'artiste belge ne se lasse pas de la réaction du public. Alors ça, c'est bouleversant. Nous assistons en direct, mesdames et messieurs, depuis les bords du lac Léman. C'est de nouveau des mômes qui ont 3-4 ans et qui arrivent en courant en disant « Regarde le gros chat » et tout. Et en fait, je me rends compte que cette exposition parle à tous. Elle parle aux tout petits, comme ça. Elle parle aux adultes, elle parle aux adolescents, elle parle aux gens très âgés. Elle réunit des familles entières, 4 générations. Elle réunit des gens venant de toutes catégories sociales et venant de tous les pays. Et si les Genevois ont l'habitude de trouver des événements culturels aux 4 coins de leur ville, cette exposition humoristique semble leur faire du bien. Ce côté et politique et l'humour, je pense que on a besoin de ça. Et surtout maintenant. C'est surtout l'humour, le graphisme de ces statues aussi, que tout porte à être drôle, quoi. L'humour est totalement décalé mais extraordinaire et je pense que ça fait du bien. En ce moment, on en a vraiment besoin, le monde en a besoin. Tantôt gentil et tantôt sarcastique, avec le plus souvent un message caché, la déambulation plein air du chat se poursuivra jusqu'au 24 avril à Genève. Les statues de bronze iront ensuite dans une nouvelle ville, dont on ne connaît pour l'heure l'identité. Et puisque nous sommes à Genève, restons-y encore un peu. Après 2 éditions en ligne, c'est aussi le retour d'un autre grand festival, en Suisse cette fois. Il s'agit du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Il fête ses 20 ans cette année et démarre à partir de ce vendredi 4 mars jusqu'au 13 mars prochain. Ce soir, nous sommes en ligne avec Isabelle Gattiker, la directrice générale du festival. Bonsoir Isabelle Gattiker. Bonsoir. Pour cette 20e édition, vous mettez à l'honneur les femmes, la jeunesse, mais aussi les mobilisations pour la paix. C'est un combat d'autant plus important cette année dans ce contexte de guerre en Ukraine. Absolument. Et on a décidé d'introduire une soirée dédiée à la situation en Ukraine le 7 mars, mais on va parler aussi de la paix en Colombie ou au Kurdistan. On va aborder la question des Yézidis, par exemple. Alors, il y aura aussi la directrice générale de l'ONU, Tatiana Valovaya, qui sera présente. Ce festival, c'est aussi l'occasion de dénoncer un peu ces climats tensions qu'il y a un peu partout dans le monde. Absolument, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour améliorer les choses. On est préoccupé par la situation des droits humains, mais on est persuadé qu'autour du cinéma, de l'art et de l'engagement, on peut continuer à renforcer ce combat autour des droits humains. Alors parlons un peu de la programmation. Cette année, le festival revient en présentiel. Quels sont les temps forts de cette 20e édition ? Alors, plusieurs temps forts. On aura aussi une visite de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, qui va s'exprimer pour une des premières fois en public à Genève, où le public pourra poser des questions, mais aussi un débat très intéressant autour de la finance verte qu'on organise avec la RTS, ou encore un débat assez passionnant sur pourquoi est-ce que l'humain finalement est fait pour respecter les droits humains ou pas, en présence notamment d'un primatologue. Alors vous êtes aussi inspiré de ces 2 dernières éditions en ligne. Pour cette année, les festivaliers pourront accéder à de nouveaux contenus en streaming. Parlez-nous-en un petit peu. Qu'est-ce que c'est exactement et où peut-on les retrouver ?
Alors effectivement, on a tiré la leçon de ces 2 années de Covid et d'édition digitale. Donc on va produire des contenus pour la première fois, une collection qui s'appelle Paroles d'activistes et Paroles de cinéastes, où on va entendre les invités du festival, mais aussi tous les débats seront transmis en direct et en ligne gratuitement tous les soirs. La plupart des films seront aussi disponibles en VOD à la fin du festival et tout est disponible sur notre site fifdh.org. Ce sont des contenus qui sont gratuits ? Les débats, c'est absolument gratuit. Et on aura des événements. D'habitude, on est dans 85 lieux à Genève. Là, à cause de la situation sanitaire, on est un petit peu resserré, mais dans une dizaine de lieux autour de Genève aussi. Eh bien, le rendez-vous est pris en tout cas du 4 au 13 mars prochain, je le rappelle. On vous souhaite un très beau festival pour cette reprise. Merci beaucoup Isabelle Gattiker de nous avoir accordé quelques minutes. Merci. Un mot de sport en football. Le FC Annecy avait une belle occasion de remonter sur le podium du championnat national ce lundi soir avec la réception d'Orléans. Malheureusement, les joueurs de Laurent Guyot n'ont pas pu concrétiser leur domination face à une équipe qui a très bien défendu. Score final 0-0. Le FC reste invaincu à domicile mais reste également scotché à la 4e place du classement avec un point de retard sur la 3e Bourg-en-Bresse. Les Hauts-Savoyards auront la possibilité de repartir de l'avant dès ce vendredi avec un deuxième match au Parc des Sports contre Saint-Brieuc, équipe de milieu de tableau. Et puis, toujours un mot de football, le GFA Rumi-Vallière, demi-finaliste de la Coupe de France l'an dernier, a annoncé ce lundi le départ de son entraîneur, Fatsa Amgar. En poste depuis 2018, l'ancien coach de Cluse-Sionzier paie les mauvais résultats du GFA, actuellement relégable en 14e position de son groupe de National 2 et qui reste sur une série de 8 matchs sans victoire. Le nom du nouvel entraîneur n'a pas encore été officialisé. Direction Groisy à présent, où un nouveau Ripper Café vient d'ouvrir ses portes à la MJC de la commune. Déjà bien implantée dans le Grand Annecy, l'association annécienne propose gratuitement ses services de réparation dans divers domaines, de l'électroménager à l'électronique en passant par la couture. Les demandes sont de plus en plus nombreuses pour sauver un maximum d'objets et lutter contre l'obsolescence programmée. Reportage. Vous avez certainement de vieilles machines qui traînent, aspirateurs, chaînes IFI, platines qui pourraient encore marcher si l'on se penchait un peu plus sur le problème. Il y a quand même une partie qui fonctionne, ce serait bien que ça continue. Peut-être que vous avez fait le miracle et que ça va fonctionner. On sait jamais. C'est en tout cas ce qu'espère Danielle. Elle vient d'emmener sa chaîne IFI qui n'a pourtant que 4 ans. Il s'allume mais il n'y a plus de son. Voilà, donc on croise les doigts que ces messieurs arrivent à faire quelque chose. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas l'air très convaincus. Et poser le diagnostic n'est pas toujours facile, surtout quand on débute dans le bricolage. Déjà 2-3 succès, puis 2-3 un peu plus choses en demi-teinte. Cette chaîne IFI par exemple, elle fonctionnait niveau CD et radio, mais pas la radio. On a essayé de regarder, on a démonté, on n'a rien vu de spécial. Puis la radio c'est tellement compliqué, c'est tout avec des circuits imprimés, donc c'est pas conçu pour être du jetable, mais c'est un peu l'idée, ça se répare pas. Moi c'est tellement compliqué et onéreux à aller chercher la panne que là on devra se contenter de juste la fonction CD USB et puis la radio, tant pis. Un tout nouveau défi pour Thomas, qui vient tout juste de s'inscrire au Ripper Café. Il est chapeauté par des réparateurs plus aguerris qui lui donnent toutes les ficelles du métier. Si quelqu'un bute sur une panne, on peut demander à notre voisin s'il peut nous donner un coup de main. Et généralement, à plusieurs, on arrive souvent à nos fins. Et les domaines d'intervention sont nombreux, là où il n'y a quasiment plus de réparateurs. Électronique, mécanique et même la couture, tout le monde peut s'y mettre. Quiconque peut venir uniquement avec sa bonne volonté. Et puis il va apprendre avec nous, quoi. Donc on n'est pas obligé d'avoir des experts. Personne de nous, on est tous des amateurs, on est tous des bricoleurs du dimanche. Une petite dizaine de bénévoles se sont déjà inscrits. Rendez-vous chaque dernier jeudi du mois au Ripper Café de Groisy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de Thierry Paume, puis un nouvel épisode de votre émission Panorama. Cette semaine, Victoria Lopez et François Pirot vous emmènent au Brasse à la rencontre de François Beauvais. Il est musher à la station et il nous parle de son activité de chien de traîneau. Merci à toute la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. Je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau journal. Très belle soirée sur 8 Mont Blanc et prenez soin de vous.